Hello et bienvenue dans Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi. Comment réussir, comment se démarquer et surtout, comment durer dans le mariage? Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage ou qui peuvent t'aider à améliorer ton business. On y abordera leur parcours, leurs réussites et leurs erreurs aussi parfois. Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le Wedding World. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello le gang, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir la talentueuse Alison Bounce dans Wedding Divan. Elle est photographe de mariage, bien évidemment, mais elle est aussi spécialisée en photographie aquatique. C'est d'ailleurs le sujet qu'on a choisi d'aborder ensemble aujourd'hui. Je te laisse écouter. Hello Alison, bienvenue dans Wedding Divan. Je suis ravie de t'accueillir. Bienvenue à toi. Bonjour Magali, merci pour ton invitation. Je suis ravie d'être ici aussi. Écoute, je t'ai connue via, je crois, le compte de Marisa et Ghislain. Et je trouvais ça hyper passionnant, en fait, l'histoire de faire des photos de gens sous l'eau. Et du coup, quand on a discuté toutes les deux, tu m'as dit, bon, on peut faire ce sujet-là ou ce sujet-là. Et j'ai dit, mais non, mais ce sujet-là, en fait, l'eau, comment ça marche. Mais avant de parler de ce sujet, est-ce que tu peux juste nous dire un petit peu qui tu es, nous présenter un peu ton parcours pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Eh bien, je suis Alison, j'ai 35 ans cette année, je suis jeune maman. J'ai commencé la photographie il y a maintenant un peu plus de 10 ans. D'abord, je me suis orientée sur la photo un peu de voyage, reportage, et ce qui a dévié très rapidement sur la photographie de mariage. Et quelques temps après, la photo aquatique, je dis quelques temps après, maintenant ça commence à faire, parce que mes premières photos aquatiques datent de 2014. Donc ça fait plus de 9 ans que je fais ça, et je me suis spécialisée là-dedans. Et aujourd'hui, je fais un petit peu moins de mariage et beaucoup plus de photos sous l'eau et c'est ce que je préfère finalement. Voilà, donc contente de pouvoir partager ça aujourd'hui. Trop bien. Donc pour ceux qui auraient envie de se lancer, c'est quoi les bases en fait, la technique de base pour photographier sous l'eau? Comment tu gères la lumière? Comment tu gères la profondeur de l'eau, etc. Comment tu gères tout ça? Parce que moi, j'y connais rien et j'ai envie de savoir. Alors, si je devais vraiment prendre les choses dans l'ordre, je parlerais d'abord de sécurité. Voilà, un petit peu du monde de l'apnée aussi, et après de la technique photo. Voilà, pour moi, photographier sous l'eau, ça a été d'abord de construire un cadre et un accompagnement assez sécure en fait pour les personnes que j'allais mener avec moi. Je suis ancienne pompier, donc forcément prévention, sécurité, ça fait partie un peu de mon éducation. Donc, il y a une sécurité à mettre en place au niveau de la surveillance, tout simplement. Donc, j'ai toujours un surveillant de baignade avec moi en surface. Donc, c'est un maître nageur, voilà, qui est diplômé. Et dans l'eau, j'aime bien être accompagnée d'assistants aussi, alors qui peuvent m'aider à la réalisation d'une photo, mais aussi simplement être une présence rassurante pour les personnes que je photographie. Ça, c'est la première chose. Ensuite, forcément, il y a quelques notions d'apnée à avoir, on va dire. Ça s'apprend. Hein. Tout le monde peut faire de l'apnée. Donc, l'apnée, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord savoir respirer et puis retenir son souffle. Donc, ce sont des exercices à faire. C'est un peu d'entraînement et de pratique. Ça vient vite. Pour faire de la photo sociale, comme je le fais, il n'y a pas besoin de grosses compétences, on va dire, aquatiques à avoir. Il faut savoir nager. Savoir bien respirer pour pouvoir rester au moins 30 secondes sous l'eau et pouvoir capter la bonne photo au bon moment. Après ça, tu vois, il n'y a pas besoin de gros niveaux de plongée exceptionnels pour pouvoir réaliser des photos en piscine, je parle. En mer, c'est encore différent. Et puis après, au niveau technique, forcément, il faut un matériel qui est adéquat. Donc, moi, je travaille avec un caisson étanche. Donc, en gros, je place mon réflexe terrestre que j'utilise. Donc, c'est un Canon R5, par exemple, pour mes mariages ou pour mes portraits hors eau, dans un caisson qui, lui, va permettre, en fait, de l'envelopper et de le protéger de l'eau. Et je peux descendre, par exemple, jusqu'à 60 mètres avec. Donc, je suis jamais descendue à 60 mètres avec. Ça fait long. Et voilà, on va dire à 10-15 mètres, si j'ai envie de faire quelque chose d'assez exceptionnel en mer avec des personnes
professionnels de l'apnée ou avec du grand public en piscine, 1 mètre, 1,50 m, 2 mètres, voilà, ça suffit amplement. Et mon matériel est protégé et sécurisé aussi, ça c'est important. C'est un confort aussi de travail, parce qu'il existe... je suis en train de te faire un cours là. Vas-y, mais en même temps, c'est déroulé. En même temps, c'est pour ça que t'es là. Je te dis, c'est passionnant, donc moi, j'écoute. J'ai l'impression de faire un cours photo là. En gros, t'as plein de solutions pour photographier sous l'eau. Tu peux commencer avec une GoPro tout simplement pour voir déjà si ça te plaît, et puis aussi parce que c'est plus petit et plus facile à manier et à transporter. D'ailleurs, en général, je conseille à toutes les personnes qui s'inscrivent à mes formations de commencer par là, en fait, de voir si ça leur plaît avant de s'inscrire et de travailler avec une GoPro. Il y a aussi des solutions étanches, tu vois, c'est des pochettes d'appareils photo un peu type, alors moi j'appelle ça des capotes d'appareils photo. Ça fait pochette plastique, en fait, c'est pas très robuste. Et je déconseille d'essayer ça, mais bon, des fois, on n'a pas tous les mêmes bourses et mêmes budgets pour pouvoir investir dans un caisson, donc ça peut sauver la mise une ou deux fois. Ça, c'est bien, voilà, pour essayer, on va dire, à la surface, pour protéger de quelques centimètres ton appareil photo de l'eau et de faire du mi-air, mi-eau, mais c'est pas un équipement que je recommanderais pour vraiment faire ce type de shooting régulièrement. Donc voilà, pour moi, le caisson étanche, ça reste la valeur fiable et la plus sûre et confortable qu'on puisse avoir en tant que professionnel. Et puis encore une chose, c'est que lorsqu'on a un boîtier qui coûte quelques milliers d'euros, c'est un peu ridicule de le mettre dans une pochette qui coûte que une centaine d'euros. Tu vois, c'est pas logique. Et enfin, pour répondre à ta dernière question au niveau technique, la lumière, eh bien ça s'apprend, ça se découvre, et j'apprends encore même après 9 ans d'expérience. La lumière, elle est différente sous l'eau. C'est pas le même milieu que l'air, donc elle se propage pas de la même manière. Il y a 4 phénomènes qui existent sous l'eau: la réfraction, la diffraction, l'absorption et la diffusion. Ce qui veut dire que, en fait, en gros, grosso modo, plus tu vas aller profond, plus tu vas t'éloigner de ton sujet, moins tu auras de lumière, donc moins tu vas y voir. Et en plus de cela, par exemple, si tu veux travailler avec de l'éclairage extérieur, donc c'est-à-dire rajouter des lights si tu es en piscine, comme un flash ou une lampe continue, par exemple un HMI de cinéma, et ben en fait ta lumière, elle va rentrer à un endroit de la piscine à l'extérieur, mais finalement sous l'eau, elle va pas du tout atterrir au bon endroit, elle va être vraiment déviée. Donc il y a pas mal de petites choses à prendre en compte. Et finalement, j'ai envie de dire, faut essayer. Tout simplement, parce que c'est en essayant qu'on comprend comment ça fonctionne, et souvent sur une erreur ou quelque chose d'inattendu, on peut créer vraiment de belles choses. Donc, j'aurais tendance à dire oui, la lumière est différente, et tant mieux en fait, et allons-y un peu à l'aveugle, et laissons-nous porter par la photographie et par la découverte, et voilà, ça nous mène vers de belles créations en général. Voici ce que je peux dire sur la technique. Ok, alors moi j'ai des questions qui viennent. Déjà, comment t'es arrivée à faire de la photo sous l'eau? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Est-ce que t'as fait une formation tout de suite comme ça? Comment t'es arrivée à faire ça en fait? Je suis arrivée à faire des photos sous l'eau complètement par hasard, parce que c'était pas une activité qui m'était prédestinée. À la base, je suis aquaphobique, donc j'avais peur de l'eau. Ah si, j'ai appris à nager. Ah oui, t'es une copine de Marisa pour le coup, une vraie. Ah oui, mais on en a parlé. Je lui ai dit, moi je viens de loin. J'ai appris à nager le crawl. J'avais 18 ans passés, et j'ai dû me faire violence parce que c'était pour passer un examen de pompier. J'avais pas le choix, il fallait faire un 100 mètres crawl. Et j'ai appris à nager en 6 mois. Donc voilà, mais pendant très longtemps après cela, après avoir appris à nager, j'avais peur des profondeurs. Donc c'était encore un autre level, et j'ai encore certaines peurs qui sont présentes aujourd'hui. C'est pour ça que je vais de plus en plus dans l'apnée, parce que ça me permet de les dépasser. Mais au fur et à mesure, j'ai envie de dire, plus tu es dans l'eau, moins finalement, plus tu es rassuré, plus tu te sens mieux. Bref, je ferme la parenthèse. Donc comment je suis arrivée par là? C'est pendant un voyage, tout simplement. J'étais en train de regarder les poissons avec ma GoPro, et j'ai vu une maman en fait qui était en train donc c'était une future maman, elle était enceinte et elle était en train de baigner son bébé, et elle l'immergeait, si tu veux, elle le passait sous l'eau. Et sur le moment, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de noyer son gosse, quoi. Donc j'ai eu vraiment très peur. Et puis je suis restée un peu scotchée comme ça quelques secondes, puis j'ai regardé, et puis je voyais
le petit, il était à fond, quoi. En fait, il regardait vers la surface, il y avait la lumière qui passait et tu voyais les yeux grands ouverts et je me suis dit, ah non, enfin, il est trop bien, oh là là, mais ça se prend en photo. Et j'ai pas eu le réflexe de le faire avec ma GoPro à l'époque. Mais je suis sortie de l'eau et je me suis dit, comment je peux prendre des photos sous l'eau? Parce que ça, en fait, c'est juste énorme. À l'époque, je faisais des photos de grossesse en terrestre et je me suis dit, mais ça, vraiment, j'aimerais pouvoir le photographier, c'est unique. Et donc, je suis allée j'ai cherché, en fait, un magasin qui vendait de l'équipement étanche et j'ai trouvé Ikelite, aujourd'hui, la marque avec laquelle je travaille. J'ai acheté mon premier caisson étanche et puis quelques semaines après, je me suis remise à l'eau en piscine et puis j'ai commencé à tester. Bien évidemment, j'ai cherché sur Internet des conseils, j'ai cherché un livre, j'ai cherché des vidéos et il y avait que dalle. Rien. Ah, mais que dalle. Il y avait seulement une photographe aux Bahamas, Elise Callis, qui à l'époque faisait de la photographie un peu asociale comme ça, sous-marine en bouteille. Il y avait quelques photos. Il y avait Brett Stanley qui commençait, qui était aussi aux États-Unis. Mais c'est tout, en fait. Je ne trouvais absolument rien. En France, très peu de photographes avaient testé, mais ils avaient, tu vois, il y avait des photos qui existaient, mais ils n'avaient pas développé d'offre commerciale. En fait, c'était une fois un shooting comme ça par curiosité. Et là, je me suis dit, ah ouais, ça va être chaud, en fait. Ça va être chaud. Et donc, pendant 1 an, j'ai fait des tests. Et finalement, début 2015, j'ai sorti une proposition de shooting en me disant, bon, de toute façon, j'ai rien à perdre. Je vais voir déjà si ça plaît. Est-ce qu'il y a des personnes qui vont être intéressées par ça? Et il y en a eu, puisque je suis toujours là aujourd'hui. J'ai sorti mon livre, justement, technique chez Erol en 2020, qui traite du portrait underwater. Et voilà, et aujourd'hui, je continue mon petit bout de chemin, mais encore une fois, j'apprends parce qu'à l'époque, il n'y avait vraiment pas de formation. Et du coup, c'est toi qui formes les autres maintenant, alors, ce que tu disais. Exactement. En 2018, j'ai co-animé une première formation aquatique, et puis aujourd'hui, maintenant, je le fais en solo. C'est trop bien. Voilà. Un peu comment ça s'est passé. C'était épique. Trop bien. Et du coup, la deuxième question qui m'est venue, c'est comment tu choisis... Alors, j'imagine que maintenant, tu dois en avoir une ou plusieurs référencées, mais les endroits où tu fais les photos, c'est-à-dire les piscines. Alors après, tu parlais du coup de la mer, c'est encore différent, mais comment tu choisis les lieux? Sur quels critères tu te bases? Alors, je choisis en fonction des projets. Si, par exemple, c'est un projet qui est plus nature et qui est en été, forcément, ça va être l'eau vive, en fait, donc la mer, les rivières, les lacs. Si, au contraire, on est déjà sur un projet où il faut une eau chaude, ça va forcément être en piscine. Tout ce qui est maternité, si, par exemple, la maman, elle n'est pas très à l'aise dans l'eau, parce que ces expériences, je les ouvre à tout le monde. Voilà, même si la personne n'est pas à l'aise dans l'eau, je mets en place un accompagnement, mais qui permet de le rendre accessible à la personne. Donc ça va plutôt être en piscine, avec une piscine où elle va avoir pied, donc très peu d'eau, on va dire entre 1,20 m, 1,50 m maximum. Si au contraire, j'ai une maman qui est super à l'aise, mais qui préfère être en piscine qu'en mer, je vais chercher une piscine avec beaucoup plus de profondeur, assez large aussi, pour pouvoir réaliser des prises de vue beaucoup plus larges, tout simplement. Donc ça va dépendre du projet. Pareil au niveau du revêtement de la piscine. Ce qui ne change pas pour moi, et qui est important pour une piscine, ça va être le traitement de l'eau. Voilà, je vais plutôt favoriser des piscines qui ont un traitement au sel qui sont beaucoup plus légers qu'au chlore. Voilà, j'essaie de faire attention aussi aux conditions d'hygiène et de sécurité, encore une fois, pour les personnes que j'emmène avec moi sous l'eau. Une autre question qui me vient, c'est comment tu allies ou combines, est-ce que ça t'arrive de combiner ton métier de photographe de mariage et de photo aquatique? Oui, bien sûr, les deux vont ensemble. C'est-à-dire que l'aquatique, finalement, c'est une spécialité, mais c'est pas que de la photographie. Pour moi, c'est pas, comment dire, c'est un outil pour moi, l'aquatique. En mariage, l'aquatique me sert, par exemple, en reportage. C'est-à-dire que si il y a des invités qui sont autour d'une piscine, qui commencent à se baigner pendant le cocktail, pendant la soirée, pendant la journée, j'ai toujours un caisson qui est prêt et monté et je suis prête à aller dans l'eau pour pouvoir photographier dans la piscine. Ça apporte vraiment une plus-value à mon reportage. Autre chose, c'est que pendant les brunchs, souvent, justement, ça finit en pool party, en tout cas mes mariages. Les mariés se jettent à l'eau. Ils aiment bien, voilà, réaliser quelques photos sous l'eau un peu inédites. Ça fait office de trage de dress. Ils sont contents. Voilà. Donc, c'est un outil en plus. C'est comme ça que je la lis. Et dans l'autre sens, lorsque je veux créer quelque chose
voluptueux, j'ai envie de dire, avec un peu de douceur, je peux très bien demander à des copines créatrices de me prêter quelques robes de mariée ou des beaux vêtements pour pouvoir les mettre sous l'eau et voilà, et habiller mes futures mamans de leurs jolies créations. Ok. En tout cas, j'adore ton site mariage, enfin ce que tu mets, tu vois, enfin la façon dont tu tournes les mots, enfin voilà, Ali photographe mariage, reportage photo mariage original pour le meilleur et pour le kiff. Une photographe de mariage rebelle, alors tu vas m'expliquer pourquoi rebelle, mais et funky sans chichi pour tourtereaux qui s'aiment à la folie. J'adore. Je pense que ça me définit bien. C'est trop bien. Je suis pas fan du mariage, mais vraiment, je me suis retrouvée là-bas dedans, je ne sais pas comment aussi. C'est comme l'aquatique, ça s'est présenté, et je me suis dit, ok, vas-y, j'y vais. Je crois que le premier mariage que j'ai fait, c'était le pire de tous, en fait. Mais pas en mode ce que j'ai rendu comme image, c'est vraiment ce qui s'est passé pendant le mariage. C'est-à-dire que le premier mariage, il date de 2011. Lorsqu'on me demande de couvrir cet événement-là, je suis en mode, ok, d'accord, mais c'est quoi un mariage? Moi, le dernier mariage que j'ai fait, j'avais 6 ans, j'avais des chaussures qui me faisaient mal aux pieds, j'avais une robe dans laquelle je pouvais pas bouger, il fallait que je reste tranquille à l'église, c'était intenable, ça durait des heures et des heures. Et après, pendant le cocktail, la partie la plus fun, au moment où il y avait la musique, j'allais chez papy mamie pour dormir parce que mes parents voulaient faire la fête, tu vois. C'est ça, en fait, mes souvenirs du mariage à l'époque. Donc, franchement, c'était chiant. Clairement chiant. Donc, je me retrouve là-bas et je me dis, ok, qu'est-ce que je vais faire? Et là, je vois qu'en fait, il y a plein de trucs qui m'interpellent pendant cette journée-là. Et les trucs qui m'interpellent, c'est pas forcément tout ce qui fait mariage. C'est-à-dire que ce que je me suis éclatée à photographier, c'est l'oncle de la mariée qui arrive au petit-déj. Donc, la mariée est en train de se faire maquiller. Il arrive au petit-déj en caleçon à moitié troué, quoi, avec sa tartine de chocolat, enfin, sa tartine qui plonge dans son chocolat, comme ça. Et ça, je me suis dit, mais ça, c'est fun, un moment quoi. de vie de ouf, quoi. Ah, mais c'est ouf. Et ça, j'ai adoré. Et je me suis rendu compte que toute la journée, j'ai photographié ça. C'est-à-dire que les photos que j'ai rendues à mes mariées, c'est quand elle se mange le voile dans la gueule, c'est quand elle casse son talon avant de rentrer dans l'église. Ouais, tu vois, c'est que des trucs comme ça, en fait. Il y a rien de magique dans mes photos. Et si bien qu'au début, j'avais un peu honte de leur rendre. Je me suis dit, mais en fait, j'ai fait de la merde, quoi. C'est pas ça que je voulais photographier. C'est pas le brief. Surtout qu'à l'époque, t'avais tous les blogs de mariage qui sortaient. Tu vois, je me rappelle, c'était à peu près la même année de la création de La mariée aux pieds nus et du blog de Madame C, de Clémentine. Et je voyais tous les reportages de mariage, mais trop beaux, tu vois, bien posés, machin et tout. Et moi, je voyais ce que je faisais et je me disais, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et en fait, j'ai décidé d'en faire vraiment mon style parce que c'est ce qui m'a le plus éclaté. J'ai vraiment photographié un peu comme ça, sans trop savoir, jusqu'en 2016-2017. Et c'est à partir de là que j'ai affirmé mon style et que je me suis dit, ok, je m'en fous de toute façon, en fait. Si vraiment ils me veulent, ils me prennent pour ce que je fais. Pour le coup, je suis différente des autres. Et puis, de toute façon, c'est ma personnalité. Donc j'y vais à fond. Donc aujourd'hui, je dis à tous mes couples, voilà, moi je viens, il n'y a pas de souci, mais je photographie tout ce qui se passe et peut-être que vous n'aurez pas les alliances, enfin l'échange des alliances en photo, vous aurez un petit garçon qui va se mettre le doigt dans le nez à ce moment-là en photo, quoi, c'est tout. Voilà, ils sont OK avec ça, donc ça me va. J'adore. Ouais, mais j'adore en tout cas le style de ton site et la façon dont tu communiques. C'est peu commun, quoi. Ben ouais, mais en même temps, c'est aussi ce qui fait que les gens te choisissent pour ce que tu es, quoi. Et c'est important. Ok, revenons un petit peu sur l'aquatique. Du coup, comment ça se passe pour diriger les personnes que tu photographies au niveau du visage, surtout des expressions du visage, pour que ça rende pas un truc genre bouffi, les yeux ouverts, qu'est-ce qui se passe, je suis sous l'eau. Comment tu fais? La photo poisson, quoi. Voilà. Alors on l'a toujours, la photo poisson, c'est normal. Comment ça se passe? C'est très simple. Déjà, je leur explique qu'ils n'auront jamais les photos qu'ils ont en tête. Voilà, c'est impossible de recréer une photo qu'ils ont vue ou qu'ils imaginent. Et partant de là, je leur dis, on va faire notre maximum ensemble. Donc, on prépare beaucoup à l'avance. Je leur pose énormément de questions, ne serait-ce que sur leurs compétences et leur aisance aquatique. Il faut quand même savoir ce qu'ils savent faire ou pas faire. Ensuite, on travaille des inspirations. Donc, j'aime bien dessiner des croquis, leur envoyer des poses, voilà, pour qu'ils essaient déjà en terrestre, voir ce qu'ils arrivent à faire ou non. Donc, ils s'entraînent. En général, ils m'envoient des petites vidéos, des petites photos en me disant, bah, ça, on y arrive, ça, on n'y arrive pas. Donc, ça, c'est très comique. Ce qui est bien, en fait, pendant cette préparation-là aussi, ça installe un climat de confiance. Ce qui veut dire que le jour J, même si, en fait, la photo, elle est comme ça, je peux leur dire, ah là, vous avez la tête de travers, ça marche pas, quoi. Donc, et en fait,
en le disant, ça les fait rire et finalement ils sont encore plus motivés pour y aller, ils se prennent davantage d'eau dans les sinus. Ça, c'est pas du tout sympa à voir. Et ils sont à fond. Donc on continue, voilà, on prépare bien en avance. Dans l'eau, eh ben, je vais toujours leur demander de faire un mouvement. Finalement, ils sont très peu en statique, ce qui est beaucoup plus simple de le faire en mouvement. Et je vais les corriger du plus facile au plus difficile. Le plus facile, ça va être de corriger les pieds, les mains, la posture générale. Et le plus difficile, c'est le visage. Quand on arrive au visage, en général, ils ont eu tellement d'eau dans le nez avant qu'après, en fait, ils sont vraiment détendus parce que de toute façon, rien que de faire ça, ça leur fait mal. Donc le visage se détend tout seul. Alors de faire ça, c'est quoi? Parce que du coup, on est dans un podcast, Oui. donc les gens vont pas voir. Alors de faire ça, c'est de plisser les yeux ou de gonfler les joues. En fait, à un moment donné, ils peuvent plus et puis ils sont tellement fatigués aussi que finalement ils lâchent prise sous l'eau, ils arrêtent d'y penser parce que ils doivent déjà penser à tenir leur pointe de pied tendue, à avoir la main placée à cet endroit-là, à retenir leur souffle, à bien respirer, attention les cheveux dans la tête, le voilage qui se barre et tout. Enfin voilà. Du coup, ils oublient finalement de gonfler les joues et tout. Et puis, si encore ils gonflent les joues, je leur donne quelques petites astuces en leur demandant, par exemple, de se mordiller justement les joues ou d'ouvrir légèrement la bouche pour laisser échapper quelques bulles et du coup, ils peuvent plus gonfler les joues. Voilà. Et c'est juste un travail d'accompagnement et voilà, et de confiance, je dirais. Combien de temps ça dure une séance avec toi en underwater? Pour une maternité, j'essaie de faire ça en maxi 1h30. C'est-à-dire que entre le moment où on arrive et on sort de l'eau, ça dure 1h30. On n'est pas 1h30 dans l'eau, on est maxi 1 heure dans l'eau. Parce que les femmes enceintes, elles se fatiguent assez vite, puis elles sont déjà souvent anémiées étant enceintes, donc j'essaie de les préserver un peu. Lorsque c'est pour un shooting famille ou en couple, ça peut durer 2 heures, 2h30 en fonction de ce que l'on veut créer ensemble. Je suis pas trop à la montre, plutôt au nombre d'images travaillées. Je parle de tableau en fait. Je vais parler, comme je travaille en série sous l'eau, avant, je travaillais à la photo unique. Donc, je vendais, par exemple, 5 photos dans un package et je construisais 5 photos différentes. Aujourd'hui, je travaille en série. Donc, c'est une approche encore différente. Et je vais travailler, forcément au mouvement. Donc, on réalise peut-être une dizaine de mouvements différents pour que je puisse avoir ma série complète. Et ça peut prendre un peu plus de temps. Pareil, en fonction de l'aisance ou non des personnes. Quelqu'un galère, oui, ça peut vite prendre 1h30 aussi facilement. Et du coup, tu communiques plus au-dessus de l'eau qu'en dessous? Alors, on communique exclusivement à l'extérieur, parce que sous l'eau, on peut pas parler. Mais sous l'eau, je peux donner des indications. C'est-à-dire que je peux leur faire des bruits de gorge ou je peux taper sur mon caisson, ça fait un petit bruit métallique. Et ça veut dire, OK, j'ai ma photo, vous pouvez remonter, plus besoin d'être en apnée. Ou changer de pose. Ou attention, je sais pas, aux pointes de pied, aux mains. Et ça, c'est des codes qu'on définit avant l'immersion en surface, ouais. Ok. Et alors, comment tu communiques? Parce qu'on a parlé un petit peu de comment tu avais développé la compétence photographie en aquatique, dans le milieu aquatique, parce que du coup, tu as fait avec ce qu'il y avait. Mais du coup, comment ça marche pour trouver tes clients? Comment tu communiques auprès d'eux? Au début, lorsque j'ai commencé la photo aquatique et que j'ai lancé la première offre, tout s'est passé par Facebook. Voilà, la première photo, et oui, c'était Facebook. C'était dinosaure comme moi. Dinosaure oblige. La première photo, elle a été partagée plus de 200 fois. Donc c'était énorme. En fait. Il y a eu beaucoup de retombées derrière. J'ai peu communiqué au final au début. Et puis après, je me suis mis à fond sur Instagram. Et là, pareil, en fait, c'était les débuts d'Insta, donc ça aussi allait très très vite. Mes clients repartageaient les photos, me recommandaient. Donc il y a eu un mélange, je dirais, de réseaux sociaux et de recommandations de bouche à oreille. Aujourd'hui, c'est plus la même. Il faut être honnête. Pour moi, les réseaux sociaux ne fonctionnent plus du tout pour plusieurs raisons. Déjà, lorsque tu as un certain nombre d'abonnés, tu as moins d'engagement. Ça, c'est un fait. La deuxième chose, c'est que je photographie beaucoup de nus et j'ai eu énormément de mes photos qui ont été signalées. Donc, du coup, je suis un peu invisible sur Instagram. Facebook, ça va, ça vient, mais c'est plus comme avant non plus. Donc, aujourd'hui, mes médiums de communication, c'est toujours le bouche à oreille, donc le réseau aussi pro qui m'amène mes clients. Un peu mon site internet. Et là aussi, mon site internet, c'est pas vraiment ça au niveau du référencement parce que il y a de plus en plus aussi de photographes aquatiques et je vais lancer un petit pavé dans la mare, mais
forcément, la concurrence est rude et tous les coups sont permis. Et mon site a été déclassé de Google parce qu'on m'a fait ce qu'on appelle du négative SEO. Voilà. Donc, ça aussi, ça fait partie du métier. C'est OK, j'accepte. Ça fait partie du jeu. Incroyable. Donc, on va dire que je me traîne un boulet, en fait, et mon site ne veut pas remonter, n'est plus là. Donc, je compte plus sur mon site internet. C'est plus une vitrine. Lorsque les gens y vont, c'est qu'ils ont eu le lien en direct, mais ils ne me trouvent pas par les moteurs de recherche, en fait. Et du coup, le vrai médium, en fait, ça va être la presse. Donc, j'ai de la chance, mais vraiment, je remercie toutes les personnes qui m'ont donné cette opportunité-là ou mis en avant. La presse s'intéresse à moi. J'ai eu la chance de travailler récemment avec Canon. Je suis aussi passée dans les podcasts vidéo d'Adobe, où j'ai fait 2-3 conférences autour de Photoshop et Lightroom. J'ai aussi été conférencière. Voilà, tout ça m'a permis de rester, on va dire, en lumière et aujourd'hui m'apporter une clientèle qui me correspond aussi. C'est ça, je pense que c'est important. Les personnes qui viennent et qui me choisissent en aquatique sont des personnes qui aiment l'image et qui aiment l'art en général. C'est-à-dire qu'elles ne veulent pas juste des photos sous l'eau, parce que sinon, elles iraient voir quelqu'un d'autre, en fait. Ça colle pas. Mes photos, elles sont pas bleues, par exemple. Donc, il faut aimer un peu cette démarche-là d'avoir une eau qui ne correspond pas à la réalité. Ouais, ok. Est-ce qu'il y a d'autres conseils que tu peux te donner? Alors, dans les questions que je t'avais envoyées, est-ce qu'il y a des exercices, des mini-projets ou des formations que tu peux recommander? Bon, là, on peut recommander la tienne, du coup. Bah oui, je peux parler de ma formation, forcément. Vas-y. En vrai, en aquatique, il existe peu de formations. Je crois qu'on est 4 à former, 5, mais je crois que la 5e, elle le fait plus. On est 5 à former. Donc, il y a Florine Jonquin qui est, elle, vers Lille. Il y a Émilie Zangarelli qui est à Paris, qui fait aussi encore un peu de formation. Bon, bien sûr, voilà, il y a Aline Escalon qui elle est à La Réunion. Il y a la mienne. Et du coup, voilà, on a tout un style qui est vraiment différent. Et ça, je pense que chacune des formations qui existent est vraiment complémentaire, en revanche. Voilà. Pour la mienne, qu'est-ce que je donne dans ma formation? C'est simple. Je donne les clés pour apprendre l'aquatique de manière générale. C'est pas forcément ce que je fais, moi, parce que je pense qu'il n'y a aucun intérêt à vraiment aller apprendre ce que fait un photographe pour refaire la même chose. En revanche, connaître la technique et comprendre pourquoi on le fait, comment on le fait pour trouver sa propre voie, ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est ce que j'essaye de donner dans ma formation. Ok. Merci beaucoup, en tout cas. Enfin, est-ce qu'il y a d'autres conseils que tu voudrais ajouter à ce que tu as déjà donné, ou on passe aux questions que je t'ai pas envoyées? On passe aux questions que tu m'as pas envoyées, c'est bon. Allez. Qu'est-ce que c'est pour toi de réussir? Réussir dans la vie, pour moi, c'est se lever chaque matin avec le smile et se dire aujourd'hui, je vais vivre une belle journée. Et j'ai envie de vivre cette journée. Donc, c'est ce que tu fais tous les jours? Exactement. Le matin, quand je me lève, je suis contente, tu vois, même si des fois, je dois me lever à 6h ou même plus tôt le matin parce que je dois partir tôt en mer pour aller shooter ou aller sur une piscine qui est très loin et que je dois laisser mon bébé. Je suis jeune maman, donc c'est pas évident. Et c'est OK, je suis quand même contente de faire ce que je fais et je sais pourquoi je le fais. Et je vais passer aussi un bon moment avec les personnes pour qui je le fais. Et ça, c'est important pour moi. Il a quel âge ton bébé maintenant? 3 mois. Ah oui, c'est toute jeune maman. Oui. Dans le mariage, c'est quoi la pire anecdote qui te soit arrivée? Il y en a eu tellement. Ouais, mais vraiment. Ouais, dinosaure, quoi. Donc forcément, il y en a eu tellement. Ah ouais. Je pense que celle qui m'a fait le plus flipper... il y en a 2 qui m'ont fait flipper. La première, c'est un traiteur qui est en train d'installer le buffet, en fait, de dessert. Et je suis devant, je suis en train d'installer mes flashs, parce que je travaille au flash déporté. Et je commence à tester 2-3 trucs. Et je me trouve à côté de la fontaine de champagne. Donc, il y a une espèce... Donc, en gros, tu as la pyramide de flûtes avec toutes les flûtes, en fait, remplies de champagne. Et à côté, tu as un gros seau de 12 litres de champagne qui est posé, là, comme ça, tu sais pas pourquoi. Et il arrive, il rentre dans la table. Donc, moi, je suis de l'autre côté en train de prendre mes photos. Je prends ma photo, je pose mon appareil photo. J'ai un harnais, donc en gros, je descends mon appareil photo du harnais et j'ai mes deux boîtiers, en fait, qui pendent. Et à ce moment-là, en fait, qui shoot dans la table. Oh non. Et là, je me reçois les 12 litres de champagne dessus, plus les flûtes. Je crois que j'ai bugué. J'ai dû rester immobile comme une statue pendant 30 secondes. J'ai pas compris ce qui s'était passé. Et là, t'as tout le monde qui me regarde. Tes appareils!
mais j'ai absolument pas compris ce qui se passait. Et quand j'ai réalisé, je me suis dit, oh putain, oui, effectivement, ils étaient trempés en fait. Donc j'ai vite sorti les cartes et enfin en gros j'ai eu très très peur d'avoir perdu tout ce que j'avais fait pendant toute la journée. Et j'ai eu de la chance et merci au seigneur Canon parce que leurs appareils photos sont tropicalisés et que 12 litres de champagne n'a pas du tout atteint les cartes mémoire ni les batteries, donc mes appareils photos sont en pleine forme. Eh bien, pas mal. Oui. Belle anecdote. Oui. Je peux t'en dire une deuxième si tu veux. Ah bah vas-y. La deuxième, c'est un retour de mariage. Un mariage que j'avais fait avec Meryl de Gordon. On était super mariage, super cool et tout. On est pareil à la soirée, on est en train de manger. Et puis Meryl me dit ah moi je vais rentrer ce soir, je fais 3 heures de route. Je sais plus où il habitait, je crois qu'il était à Lyon, donc il y avait 2 ou 3 heures de route. Et je lui dis fais attention sur la route parce qu'il y a des sangliers et des biches ce soir et tout, c'est super dangereux. En plus là on a bossé, on est fatigué, fais vraiment attention quoi. Ouais, ok. Et puis on part. Et je crois que je suis partie un tout petit peu avant lui, genre 5-10 minutes avant lui. Et je connais cette route et je roule doucement d'habitude. Et je sais pas pourquoi, cette fois-ci, au lieu de rouler à 50 comme d'habitude, j'étais plutôt à 70-90. Et est sortie une biche. Et la biche, elle a été pour moi. Et là aussi, j'ai eu très peur parce que du coup, la voiture a ramassé ses verres et que les appareils photos, parce que bien sûr, je suis partie, il était tard, j'ai pas mis mes appareils dans mon sac. Je les avais laissés sur le siège passager en fait. Et là, j'ai vu les appareils photos valdinguer, pareil, j'ai eu très 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 peur. Mais heureusement, tout s'est bien fini. Pareil, merci Canon. C'est très très robuste comme appareil photo. Je vous recommande Canon. J'ai testé pour vous. Ceci n'est pas sponsorisé. Oui, pardon, c'est pas sponsorisé. Mais vraiment, c'est du bon matos. Hein. Ok. C'est quoi la pire erreur que tu as fait depuis que tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat? La plus grande erreur, allez, plutôt que la pire, parce que c'est pas un gros mot. C'est une petite erreur, mais qui m'a beaucoup appris. Je me suis associée à un moment donné avec une consoeur et très naïvement, j'ai tout partagé, j'ai tout donné et forcément, ça s'est mal terminé aujourd'hui. Et ça, alors j'ai beaucoup appris parce que du coup, c'est toujours intéressant de se dire, ok, c'est bien de partager, mais il y a quand même une limite. On peut pas tout partager dans la vie. Et j'ai surtout appris qu'on n'est pas tous pareils, qu'on n'a pas tous la même vision des choses. Et ça m'a permis de grandir parce qu'aujourd'hui, même avec l'approche que j'ai, le feeling que je peux avoir avec mes clients a aussi changé. En fait, je ne choisis plus les mêmes personnes. J'ai une autre analyse et j'ai une autre façon de donner, de transmettre. Et c'était très très enrichissant aussi, même si ça a été très douloureux pendant un certain temps. Je comprends. Mais je pense, voilà, je me permets d'en parler parce que je sais que c'est un podcast qui sera écouté par les photographes et c'est des choses qu'on tait généralement et qu'on passe sous silence. Et je suis persuadée qu'on est nombreux à l'avoir vécu. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit en parler et c'est OK, même sans raconter les détails parce que chaque histoire a ses propres histoires, etc. Et ça, on s'en fout, en fait. Mais juste de se dire, OK, parfois, ça le fait pas. C'est pas grave. On n'est pas obligé de le cacher. Ça permet d'apprendre et d'avancer tout simplement. Oui, comme je te dis, je comprends. Moi, j'ai été associée aussi quand j'étais wedding planner. Ça s'est bien passé pendant plusieurs années et puis ça s'est pas très bien fini parce que j'ai fini en burn-out et du coup, c'était compliqué après de communiquer ensemble, etc. Et ça a été très, très difficile pour moi. Mais ça m'a appris plein de choses, comme tu dis. Donc, il y a toujours du positif dans le négatif. Tout à fait, tout à fait. Avant-dernière question, t'es à quelle période, la pire période de ta vie? Quel âge? Je sais pas si je peux parler de pire période. J'ai un parcours de vie qui est plein d'embûches. Voilà, jusqu'à l'âge de 25 ans, je dirais que je ne savais pas ce que c'était que de vivre. J'ai vraiment appris à vivre à 25 ans et la photographie m'a permis d'apprendre ça, on va dire. Voilà, donc je dirais que jusqu'à 25 ans, j'étais là sans être là, j'ai fait des choses. À l'époque, je pensais que ça me plaisait. Peut-être qu'en fait, ça me plaisait pas. Je sais pas. Tu vois, les premières 25 ans de ma vie, entre parenthèses, aujourd'hui, c'est pas celle que j'ai envie de retenir. Tu vois, par exemple, les 10 dernières, ouais, là, carrément, elles sont fabuleuses. Ok. Et qu'est-ce que tu dirais à la personne que tu étais avant tes 25 ans, aujourd'hui? Ah, vas-y, fonce, va encore plus vite, prends-toi des murs, c'est trop bien. Allez, j'en pose une dernière. Qu'est-ce que tu as envie que ta fille retienne de toi plus tard? Alors, j'ai un garçon. Mais qu'est-ce que j'aimerais qu'il... Pourquoi je me suis dit que c'était une fille?
Ah non, t'as dit mon bébé en plus. Oui. Non, bah non. Ton fils. J'ai un petit garçon. Qu'est-ce que j'ai envie qu'il retienne de moi plus tard? Peut-être tout simplement que la vie, elle est éphémère et qu'il faut s'en rappeler et en profiter chaque moment, et que toutes les photos de lui que je prends tous les jours, même quand il est tout nu, et ben en fait, elles sont importantes pour lui plus tard et pour les générations à venir. Pour le jour de son mariage, pour le PowerPoint. Exactement. Tout ce qu'on aime. Exactement. Merci beaucoup, Alison. C'était un plaisir de t'interviewer. C'était plein de joie et de bonne humeur et de conseils. Je suis sûre que c'est un épisode qui va beaucoup plaire. Merci beaucoup. Magali. Merci à toi. C'était trop cool. À très vite. Salut. Et voilà le gang, j'espère que cet épisode t'aura plu autant qu'à moi et que tu auras appris plein de choses. Si c'est le cas, partage-le autour de toi, surtout sur Insta, et tag-nous, Alison et moi, ça nous fera trop plaisir. Un immense merci à toi et à très vite pour le prochain épisode de Wedding Divan.